Le 14 septembre 2015, Jack Taylor, 25 ans, est retrouvé mort dans le cimetière de l'église Sainte-Margaret, dans l'est de Londres. Dévastée, la famille de Jack pense tout de suite à un assassinat. On s'est dit toutes les deux que si Jack avait été retrouvé là, c'est qu'on l'y avait placé. Parce que Jack ne se serait jamais effondré dans un cimetière. Il n'était pas comme ça. Et leurs soupçons s'avèreront fondés. Un tueur en série sévissait à Londres. De jeunes hommes entre 20 et 30 ans se faisaient tuer à Londres et leurs corps étaient retrouvés dans d'étranges circonstances, tous à quelques centaines de mètres les uns des autres. Le tueur est un solitaire de 40 ans nommé Stephen Porte. Il a attiré 4 jeunes hommes dans son piège grâce à des sites de rencontres et s'est donné beaucoup de mal pour couvrir ses crimes. Je pense qu'il aurait continué à tuer indéfiniment, sans la moindre hésitation, tant qu'on ne l'aurait pas arrêté. Stephen Porte a été démasqué. Il est l'un des pires criminels au monde. C'est un crime qui a choqué le pays tout entier et a dévasté la communauté LGBT britannique. En 2014, Stephen Porte, 40 ans, a tué 3 jeunes hommes à Barking, dans l'est de Londres. Les 3 corps ont été retrouvés à quelques mètres les uns des autres et la piste criminelle a d'abord été écartée. Mais la découverte d'une 4e victime en septembre 2015, Jack Taylor, 25 ans, a mené la police à celui qui avait empoisonné ses victimes. Le 13 septembre 2015, Jack avait rendez-vous avec un homme qu'il avait rencontré sur une application de rencontre gay. On ne l'a jamais revu vivant. Sa famille n'oubliera jamais ce jour. On savait que Jack n'était pas rentré à la maison, donc on était tous inquiets. On essayait désespérément de le joindre ainsi que ses amis. Et Jack donnait toujours des nouvelles. Il prévenait toujours nos parents quand il ne rentrait pas. Et il ne l'avait pas fait. 2 jours après l'avoir porté disparu, la famille reçoit la nouvelle tant redoutée. Maman m'a appelé pour me dire que Jack n'était toujours pas rentré. Et puis, d'un coup, une voiture de police est arrivée. Ensuite, elle m'a dit que des policiers se dirigeaient vers sa porte. Et tout ce que j'ai entendu, c'est « Vous êtes les parents de Jack ?» Ils ont répondu oui. Et c'est tombé. Jack est mort. On a entendu maman hurler. Inutile de vous décrire comment c'était. Le corps de Jack a été découvert posé contre un mur extérieur du cimetière de l'église Sainte-Margaret à Barking, dans l'est de Londres. La police a retrouvé des drogues et accessoires, dont un petit flacon de GHB, une drogue de soirée. Il est mort d'une overdose. Toutefois, la famille de Jack est persuadée qu'il ne s'est pas donné la mort. Jack était contre les drogues. Alors ça n'avait pas de sens. On avait le sentiment que c'était pas normal. La famille est déterminée à découvrir la vérité. Et 15 jours après la mort de Jack, la police leur montre des images accablantes. On a appris 2 semaines plus tard qu'ils avaient des images de surveillance qui montraient Jack retrouver un homme à la gare de Barking. On a trouvé ça très étrange, surtout au beau milieu de la nuit. On s'est demandé, mais qui est cet homme? L'homme en question est un chef cuisinier nommé Stephen Porte. L'histoire de ce tueur insaisissable commence il y a plus de 40 ans. Porte est né en février 1975 à Southend-on-Sea et à l'âge d'1 an, il a déménagé avec ses parents à Dagenham, dans l'Essex. Il semble provenir d'un milieu ouvrier assez ordinaire, ce qui était pour ainsi dire relativement normal vu de l'extérieur. Il était apparemment un garçon assez discret et plutôt solitaire. Il n'était pas quelqu'un de très bavard et certains ont rapporté que lorsqu'il était à l'école, on a cru qu'il était sourd tellement il était détaché et indifférent aux autres personnes. Il a toujours été très isolé et très introverti. Après le lycée, Porte intègre une école d'art, mais est contraint d'abandonner car sa famille ne peut pas payer les frais de scolarité.
Il a été obligé de choisir une autre carrière. Alors il a continué avec des études de cuisine. Je pense qu'il a toujours gardé cette frustration et ce sentiment que tout lui était dû. Je pense que dans sa tête, il se disait « J'ai un talent, j'ai des compétences, je devrais pouvoir les développer, mais je ne peux pas à cause des autres. » C'est resté avec lui pendant longtemps. Âgé de 30 ans, Porte quitte le domicile familial pour un appartement sur Cook Street, dans les villes voisines de Barking. Il a pour voisin un certain Ryan Edwards. J'ai rencontré Steven quand je suis arrivé à Barking en avril 2005. J'habitais au premier étage et je pouvais voir ce qui s'est avéré être l'appartement de Steven. En tant que jeune homosexuel moi-même, je ne connaissais personne d'autre de la communauté dans la région. Alors je suis allé me présenter. Il était très grand, il avait une sorte de présence imposante. Il marchait d'un pas lourd, presque titubant. Il n'était pas du tout bavard, et quand il me parlait, il me regardait rarement dans les yeux. Il baissait la tête, et il donnait des réponses quasi monosyllabiques. Ryan ne met pas longtemps à remarquer l'étrange comportement de son nouveau voisin. Je pense qu'il y avait quelque chose d'atrophié dans son développement mental. Je me souviens d'une scène assez étrange. Je voulais organiser une soirée et en sortant les poubelles, j'ai trouvé un camion miniature. Je me suis dit que ça plairait à Steven. J'étais avec un ami qui m'a dit « Tu ne peux pas donner un jouet à un adulte ». Je lui ai répondu « Oui, mais connaissant Steven, je pense qu'il sera content ». Pendant la soirée, je lui ai donné le camion et Steven était absolument aux anges. Il s'est assis en tailleur par terre et a commencé à pousser le camion d'avant en arrière. Il était dans sa bulle alors que la fête battait son plein. Il garde un certain côté enfantin, même une fois adulte. Il collectionne des jouets, il joue avec, presque comme un enfant. Donc, l'idée que les autres puissent le juger à cause de son comportement ne le touchait pas de la même manière que le reste d'entre nous. L'attitude étrange de Porte est un frein pour rencontrer des hommes. Il est bien plus à l'aise avec les discussions en ligne. Je pense que Steven Porte était dépourvu de sociabilité, même la plus basique. Les réseaux sociaux étaient un Éden pour lui. Il peut passer beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'il va mettre sur son profil. Il avait beaucoup de mal à rencontrer des gens en face à face, mais Internet le débarrasse de ça. C'était son moyen à lui de communiquer. Il n'était pas du genre à aller dans un pub le soir, par exemple. Il vivait dans ses propres fantasmes, qu'il avait créés grâce à ses relations virtuelles. Porte crée plusieurs profils sur de nombreux sites différents. Il prétendait avoir été militaire et qu'il était diplômé de l'université d'Oxford. Ailleurs, il affirmait être éducateur spécialisé. Et c'est là le problème des réseaux sociaux. Ils nous permettent d'afficher aux autres toute une série d'identités différentes. Je pense que grâce à cela, il essayait plusieurs identités comme des costumes. Car grâce aux réseaux sociaux, on peut être qui l'on veut. Steven rencontrait de nouveaux hommes à un rythme très fréquent. Il n'était pas rare de lui voir un nouveau partenaire chaque jour. Même dès les premières fois où il les rencontrait, il m'annonçait par SMS qu'il avait un nouveau petit ami et que je devrais faire sa connaissance. Le Steven Porte qu'il affichait aux yeux du monde était quelqu'un de plus jeune qu'il ne l'était réellement. Il utilisait souvent des photos prises plusieurs années auparavant. Il estimait que le vrai Steven Porte n'était pas assez bien pour attirer l'attention et susciter l'intérêt chez les autres. Porte est manifestement attiré par les hommes plus jeunes. La raison en est très claire. Nous sommes en présence d'un individu qui rencontre beaucoup de problèmes avec les gens de son âge. Je pense qu'il sera toujours attiré par les hommes d'apparence plus jeune, car cela lui donne un plus grand sentiment de contrôle. C'était une sorte de figure de menthe religieuse. Plutôt élancé, le visage pâle, mal à l'aise en public et bien plus heureux une fois seul avec de jeunes hommes. Il aimait les jeunes hommes vulnérables, la plupart ayant moins de 25 ans, et il cherchait le contrôle. Avec Porte,
Tout était une question de pouvoir. Steven me laissait souvent seul en compagnie de ses copains. Je finissais par bien les connaître. Et ils étaient rarement heureux avec Steven. Ils disaient souvent qu'il les harcelait moralement, que c'était un ergoteur, un manipulateur, qu'il était autoritaire. Mais le plus étrange, c'était que si Steven était aussi horrible avec eux, ils restaient quand même avec lui. Je pense que Steven avait une emprise sur ces garçons. Il n'osait pas s'enfuir de cette relation toxique. Parallèlement à ces relations éphémères, Porte se plonge dans un monde de sexe et de drogue. Mais son comportement infréquentable commence à perturber son quotidien. Il m'a amené dans sa cuisine et son salon, et j'ai été complètement frappé de voir que sur la table basse, il y avait une boîte en plastique, entièrement remplie de tout un tas de flacons de liquide transparent et de sacs de poudre blanche. Évidemment, j'ai rapidement compris qu'il s'agissait d'une énorme quantité de drogue. Et c'est là que j'ai décidé de garder mes distances. C'est l'une des dernières fois où je suis allé dans l'appartement de Steven. Il n'y avait personne pour le freiner dans son train de vie. Il n'y avait personne pour le mettre face à ses responsabilités. Donc, quand une relation se terminait, une autre commençait, toujours un peu plus agressive et un peu plus violente que la précédente. Le comportement violent de Steven Porte ne peut que s'intensifier, tandis que son appétit pour les hommes et la drogue devient incontrôlable. Il vit seul dans son appartement de Barking et son historique Internet est de plus en plus dépravé. Il essayait de satisfaire ses désirs grâce au site Internet, comme beaucoup de personnes le font. Mais à la différence près que la plupart des gens se contentent d'images ou de films. Pour certains, cela ne suffit pas. Ils veulent passer à l'acte. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Ces pulsions perverses vont bientôt devenir réalité. Le 15 juin 2014, Porte contacte Anthony Walgate, un étudiant en couture de 23 ans, via un site d'escorte masculin. Il propose de payer Anthony 800 livres pour passer la nuit avec lui. Il se donne rendez-vous 2 jours plus tard, le 17 juin. Par prévoyance, Anthony informe ses amis de cet arrangement. Mais il est retrouvé mort 2 jours plus tard, devant l'appartement de Porte. La police reçoit un appel anonyme de Steven Porte lui-même. Quelle est l'adresse de votre urgence? Cook Street, il y a un jeune homme, on dirait qu'il s'est effondré dehors. Devant quel numéro? Le 47 et le 58, je crois. Dans quel quartier? Barking. Au 47 Cook Street? Oui, on dirait qu'il a eu une sorte d'attaque. Ou alors il est simplement ivre. Lorsque les ambulanciers arrivent, ils retrouvent Anthony avachi contre un mur, avec à côté de lui son sac contenant un flacon de GHB, la drogue du viol. Il est mort d'une overdose. Walgate s'était présenté à son appartement et il ne fait aucun doute qu'il a été rapidement soumis à du GHB et à d'autres drogues. Il y a encore débat pour savoir si les choses sont simplement allées un peu trop loin concernant Walgate et si les drogues ont été trop fortes pour lui. Il est possible qu'il se soit trompé de dosage, que ça ait été sa première expérience avec la drogue, on ne le sait pas. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'Anthony Walgate est mort des mains de Porte. Porte dit à la police avoir trouvé Anthony devant son appartement en rentrant du travail. Sa mort n'est pas considérée comme suspecte. C'est une terrible nouvelle pour sa mère, Sarah Sack. Quand j'ai fait faire cet album, j'ai fait inscrire « Anthony, mon histoire à moi ». Parce que pour moi, ça résumait bien Anthony. Il était toujours le centre de l'attention. Je disais toujours à la famille et aux amis de prendre des photos, parce qu'on ne sait jamais. La dernière fois que j'ai été en contact avec lui, c'était le 15 juin, car mon anniversaire était le 17. Et je lui ai dit que je partais en vacances et que je le reverrais quand je rentrerais. Bien sûr, je ne l'ai jamais revu. Le dimanche, la veille de notre retour, j'ai rallumé mon téléphone.
Il y avait une cinquantaine d'appels manqués, des SMS, des centaines de messages qu'on m'avait laissés qui disaient « Rappelle-moi, il s'est passé quelque chose ». Alors j'ai appelé mon fils et il a dû m'annoncer au téléphone qu'Anthony était mort. En toute franchise, ça reste très flou. Tout est allé très vite. Je ne me souviens de pas grand-chose. Je sais juste que j'étais choquée qu'une telle chose puisse arriver. On ne s'attend pas à ce que ça arrive. Vous partez en vacances pour votre anniversaire et en rentrant, on vous apprend qu'un de vos enfants est mort. Sarah interpelle la police pour avoir plus d'informations sur la mort de son fils. Anthony a été retrouvé dans la rue. J'ai demandé s'il avait été poignardé, abattu ou tabassé peut-être. Non, rien de tout ça. Il n'avait aucune trace sur lui et on ne sait pas pourquoi. Ils ont fait une autopsie, mais ça n'a rien donné. Alors je leur ai tout de suite dit, c'est pas normal. Les amis d'Anthony apprennent aux inspecteurs qu'il avait rendez-vous avec un homme la nuit de sa disparition. La police réalise qu'il s'agit de la même personne qui a appelé les secours, Stephen Porte. Le 26 juin, il est arrêté, son ordinateur saisi et son ADN prélevé. L'affaire se dévoile peu à peu. La police commence à rassembler les pièces du puzzle et comprend qu'il est lié à tout ça. Porte change de version. Il continue à mentir. Je pense que dans ce cas précis, il jouait à un jeu dangereux. Porte dit aux inspecteurs qu'Anthony a pris de la drogue et s'est endormi après avoir couché avec lui. Il dit avoir laissé le jeune homme dans l'appartement et qu'Anthony était mort lorsqu'il est rentré du travail. Porte prétend avoir paniqué et transporté le corps à l'extérieur avant d'appeler la police. Les enquêteurs le croient. Il est très soulagé de s'en sortir aussi facilement, car je pense que lorsqu'il est interrogé au poste, il doit se dire que la partie est finie. Et je crois qu'il ne pouvait pas imaginer pouvoir s'en tirer. La police a manqué l'opportunité de capturer Porte, qui allait tuer 3 autres jeunes hommes. Peter Tatchell, activiste pour les droits de l'homme, estime que toutes ces morts auraient pu être évitées si la communication entre les autorités et le public avait été améliorée. L'un des problèmes que rencontre la communauté gay et la police est que de nombreux crimes liés aux sites de rencontres ne sont pas reportés. Il y a un manque flagrant de signalement des crimes homophobes en général. Mais il semble aussi que les crimes liés à des applications ou des sites de rencontres gays sont sous-représentés. Le 26 juin, la police accuse Porte d'obstruction à la justice et prévoit un procès pour mars 2015. Il est immédiatement libéré sous caution. Très étonnamment, ils n'ont pas cherché à en savoir plus sur Stephen Porte, notamment son historique Internet et ses relevés téléphoniques. Ces recherches auraient pu révéler bien plus tôt que Stephen Porte était un meurtrier en puissance. En réalité, Porte est prêt à frapper de nouveau. 2 mois seulement après la mort d'Anthony Walgett, il retourne sur l'application de rencontres gays et commence à discuter avec un Slovaque de 22 ans, Gabriel Kovary. Le 23 août, Gabriel emménage chez Stephen Porte. Il avait l'air très sympathique. Il s'exprimait bien, il était intelligent. C'était un passionné d'art. Il avait tout du jeune artiste en devenir. Ryan invite le couple à prendre un café dans son appartement. Steven le ramène avec lui, et au moment où Steven va aux toilettes, Gabriel se penche vers moi et me dit à voix basse « Ryan, Steven n'est pas celui que tu crois, c'est quelqu'un de mauvais. » Et j'ai bientôt réalisé que Gabriel n'était pas heureux en ménage avec Steven. Je pense que Stephen Porte a dû avoir un véritable choc avec Gabriel Kovary. Il a dû se sentir très menacé par lui, car voilà un jeune homme qui est tout l'inverse de Stephen Porte. Il est ambitieux, il a la vie devant lui, et je crois que Porte s'est senti extrêmement jaloux de lui. Il était très différent des garçons que Steven fréquentait habituellement. Et c'est pour cette raison qu'il a piqué ma curiosité. Je me suis dit que je resterais en contact avec Gabriel.
et on a commencé à échanger des messages sur les réseaux sociaux. Mais soudainement, les messages s'arrêtent. J'en ai parlé à Steven, j'ai demandé « Pourquoi Gabriel ne donne plus de nouvelles? Où est-ce qu'il est ?» Et Steven m'a répondu « Je ne sais pas où il est parti, il a juste disparu. » Quelques jours plus tard, il a changé son histoire. Gabriel a rencontré un militaire et il est parti avec lui. Et ensuite, il a encore changé en disant « J'avoue que je m'inquiète pour Gabriel. » C'était environ une semaine après ça que j'ai eu un étrange message de Steven qui disait « J'ai une triste nouvelle. L'ami de Gabriel m'a dit qu'il était rentré et qu'il avait attrapé une maladie bizarre. Il est mort. » Le 28 août 2014, 5 jours seulement après avoir emménagé dans l'appartement de Porte, Gabriel Kovary est retrouvé mort. Une femme qui promenait son chien dans le cimetière de l'église Sainte-Margaret découvre son corps sans vie, appuyé contre un mur. Ça a été un choc terrible pour moi, parce qu'il avait l'air d'être quelqu'un de tellement bon et gentil. Il était venu dans ce pays pour suivre son rêve. Et c'est une tragédie que ce rêve ait pris fin de façon si horrible. Il semblerait que Gabriel Kovary soit mort d'une overdose de drogue. Mais la terrible vérité est que Steven Porte l'a drogué et tué de la même manière qu'il a tué Anthony Walgett 2 mois auparavant. Porte a maintenant tué 2 hommes. Ses pulsions ne font qu'accroître et moins d'1 mois plus tard, une autre victime sera retrouvée. La police a arrêté Porte et l'a inculpé pour obstruction à la justice en raison de son signalement erroné de la mort de sa première victime, Anthony Walgett. Mais il n'avait aucune idée que Porte était un meurtrier. Le plus grave avec le fait qu'il ne soit pas arrêté pour meurtre, c'est que ses actes n'ont plus de conséquences. Il peut ôter la vie de quelqu'un sans que rien ne se passe. Et il continue de faire ce qu'il veut. Rien ne l'empêche d'agresser ses victimes et de déposer leur corps de façon aussi ostentatoire. Je pense qu'à ce moment-là, il se sent tout bonnement intouchable. Toujours en liberté conditionnelle, Porte tue une 3e fois. Le 18 septembre, il contacte Daniel Whitworth, un cuisinier de 21 ans, via un site de rencontre gay. Et les 2 hommes décident de se retrouver. 2 jours plus tard, Daniel est retrouvé mort. Son corps est découvert dans le cimetière de l'église Sainte-Margaret, au même endroit que la seconde victime, Gabriel Kovary. Et chose incroyable, par la même promeneuse. Je suis arrivée et j'ai vu quelqu'un d'autre, un autre garçon, assis exactement dans la même position, appuyé contre le même mur. Et je me suis dit, « Oh non, pitié, pas encore !» En apprenant la mort de Daniel, sa belle-mère Mandy Pearson est complètement abattue. C'est ma boîte à souvenirs de Daniel. J'y ai mis plein de choses, tout ce que j'ai pu retrouver, tout ce qui me fait penser à lui, ne serait-ce qu'un peu, je le mets là-dedans. Adam, le père de Daniel, adorait vraiment son fils. C'était un garçon brillant. Son père était très fier de lui, vraiment très fier. Mais le 20 septembre 2014, leur vie changera à jamais. J'ai ouvert la porte à des policiers. Ils ont immédiatement retiré leur képi. Et c'est là que le temps s'est arrêté pour moi. Je me suis dit, ils ne sont pas venus m'annoncer une bonne nouvelle. C'est très mauvais signe. Je ne me souviens pas de ce que je leur ai dit. J'ai pleuré. Et puis l'un d'entre nous a demandé comment il était mort. Ils ont baissé la tête et ils ont dit il semblerait qu'il se soit suicidé. Comme pour ses 2 autres victimes, Porte a empoisonné Daniel avec une dose toxique de GHB. Il a ensuite placé son corps au même endroit que Gabriel Kovary. Dans une étrange tentative de dévier les soupçons,
Porte a décrit et déposé une fausse lettre de suicide qui prétendait que Daniel avait tué Gabriel 3 semaines plus tôt. Adam et moi, on a pu lire la lettre en intégralité. Il n'y avait absolument rien dans cette lettre qui nous rappelait Daniel. Il n'y avait aucun nom. Il parlait dans un contexte étrange. Par exemple, je n'ai pas dit à ma famille où j'allais. Ce n'est pas le genre de choses qu'on écrit à sa famille. À ce moment-là, j'ai dit, mais à qui cette lettre est-elle adressée? Parce que ce n'est certainement pas à nous. Un autre détail dans la lettre éveille les soupçons de Mandy. Il y avait cette phrase, « N'en voulez pas à l'homme avec qui j'étais, ce n'était qu'une aventure d'un soir. » Bien sûr, je me suis demandé qui était cet homme. Le fait que Steven Porte ait écrit cette fausse lettre de suicide semble complètement incroyable. Mais à ce moment-là, il se croit invincible parce qu'il a déjà échappé à la justice. Il avait pris de gros risques cette fois, alors il a voulu prendre ses précautions pour ne pas se faire attraper une seconde fois. Parce qu'il est comme un enfant, parce qu'il est très immature, il ne voit pas à quel point cela semble peu crédible. La nouvelle de la mort de 3 jeunes garçons homosexuels commence à se répandre dans la communauté LGBT. Un ami de Gabriel Kovari, John Papé, rencontre le militant des droits de l'homme, Peter Tatchell. J'ai été choqué d'apprendre que la police n'avait fait aucun appel à témoins et qu'il n'y avait aucune enquête en cours. Cela m'a poussé à demander à John Papé de contacter Gallup, le groupe de surveillance de la police, et Pink News, le principal site web gay. Le but était qu'ils fassent tous pression sur la police. Gallup et Pink News ont contacté la police, mais on leur a assuré qu'il n'y avait rien d'inhabituel ou d'étrange dans ces morts. Porte a réussi à échapper à la justice une 3e fois. Toutefois, sa folie meurtrière va être temporairement interrompue. Le 23 mars 2015, Porte plaide coupable pour obstruction à la justice au cours de l'enquête sur la mort d'Anthony Walgett. Il est condamné à 8 mois de prison, dont 2 mois fermes. Il est libéré le 4 juin. Porte est libre de tuer à nouveau. À l'époque, je n'avais pas vraiment compris les circonstances de son emprisonnement. Donc, quand il est sorti, je lui ai évidemment envoyé un SMS pour lui demander pourquoi il avait fait 2 mois de prison. Très bizarrement, il m'a répondu « C'était une erreur de quelques secondes qui m'a coûté plusieurs mois de ma vie. » Et je n'avais pas vraiment compris ce qu'il voulait dire par là. Mais aujourd'hui, ça fait froid dans le dos. 3 mois seulement après sa sortie de prison, Porte frappe à nouveau. Le 14 septembre 2015, presque 1 an jour pour jour après le dernier meurtre, le corps de Jack Taylor, un manutentionnaire de 25 ans, est retrouvé dans le même cimetière que Gabriel Kovari et Daniel Whitworth. Je pense que le cimetière est devenu une sorte d'endroit fétiche pour lui, car cela remplissait 2 objectifs. Il se débarrassait des corps, mais il créait aussi une sorte d'histoire, de couverture pour ceux qui tomberaient sur les corps. Le cimetière était un endroit où souvent des personnes sans abri, des gens qui n'avaient plus rien, venaient traîner, et cela expliquait en surface pourquoi les corps étaient retrouvés là-bas. La famille de Jack est dévastée, mais elle commence à remettre en question les circonstances de sa mort. On connaît Jack, et bien sûr, il était très particulier. Il n'aimait pas du tout les coins sombres, pour commencer. Jack n'irait jamais marcher dans un parc la nuit, et encore moins dans un cimetière. Jamais il n'aurait fait ça. Ça n'avait aucun sens de sortir de la maison à 2h30 ou 3h du matin pour aller s'asseoir dans un parc. C'est absurde. C'était quelqu'un de très joyeux. Il était adorable, toujours là pour les autres. Déterminée à en savoir plus, la famille Taylor demande à voir les images de surveillance des derniers déplacements de Jack, qui le montrent
en train de marcher aux côtés d'un grand blond inconnu. En octobre 2015, la police passe un appel à témoins et ils ont bientôt la confirmation que l'inconnu sur les images est bel et bien Steven Porte. C'est la détermination de la famille de Jack Taylor à harceler la police qui les a menés à considérer sérieusement Porte comme suspect. Je pense que s'ils n'avaient pas insisté, Porte aurait continué à leur échapper. Le 15 octobre 2015, Porte est arrêté et suspecté d'être responsable de la mort de 4 jeunes hommes. La police tient le tueur en série qui leur a déjà glissé entre les doigts. Eux qui ont d'abord cru que les 4 décès étaient des overdoses auto-infligées, sont maintenant déterminés à découvrir la vérité. En fouillant l'appartement de Porte, les inspecteurs saisissent son ordinateur et son téléphone. Ils l'interrogent sur son historique internet, qui comprenait les termes « garçon drogué, violé ». Son disque dur contient également des vidéos de lui en train de coucher avec des hommes inconscients. Au cours de l'interrogatoire, Porte reconnaît avoir rencontré sa 3e victime, Daniel Whitworth, dans un club libertin, mais nie tout lien avec sa mort. Il prétend aussi n'avoir drogué personne et nie avoir tué les 4 jeunes hommes. Il s'exprime plutôt bien, il semble assez réservé. Je pense qu'il s'agissait d'une façade, d'une couverture qu'il s'était forgée pour l'afficher au reste du monde. On ne croirait pas qu'il puisse être le genre de personne à commettre de tels actes. Mais la police n'est pas dupe. Ils parviennent à relier Porte à ses 4 victimes. Le 18 octobre 2015, il est arrêté et inculpé des meurtres d'Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Jack Taylor et Daniel Whitworth. C'est l'agent de liaison avec qui j'avais déjà parlé qui me l'a appris. Il m'a appelé en me disant d'emblée « Ne prenez pas trop espoir, mais on a arrêté quelqu'un. » Et j'ai dit « Écoutez, ça fait trop à gérer pour moi. Je dois parler à mon mari. Il faut que je vous laisse. » C'est très difficile de vous expliquer comment je me sentais. Toute cette situation irréelle dans laquelle on était. On a aussi ressenti du réconfort, parce qu'on a su qu'il n'était pas drogué, il ne s'était pas suicidé, il n'était pas en colère contre nous, il n'était pas malheureux ou déprimé, sans qu'on puisse rien faire. Il n'avait pas coupé les ponts avec nous. Et pendant une fraction de seconde, le fait que notre fils ait été assassiné nous a réconfortés. Ce qui est un sentiment très bizarre. On a eu un soupir de soulagement, rapidement suivi d'une véritable colère. C'était impensable. On ne savait pas quoi faire. Le jour où j'ai reçu l'appel de la police pour m'annoncer qu'ils l'avaient arrêté pour ces 4 meurtres, je n'ai même pas été soulagée. J'avais l'impression qu'on m'avait tiré dessus. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine et j'ai éclaté en sanglots. On n'arrivait pas à y croire. En fait, c'est une chose de rassembler les pièces du puzzle comme on l'a fait et de persévérer à croire qu'on avait raison, que Jack avait été bel et bien tué. Mais quand on l'annonce et que ça devient officiel, c'est horrible. Vraiment horrible. Et le récit de ces terribles meurtres ne tarde pas à faire la une des journaux. Un de mes amis m'a envoyé un lien vers un article en ligne. Et quand j'ai cliqué dessus, j'ai reçu comme une douche froide dans tout le corps. Je me suis redressé d'un coup dans mon lit en lisant qu'un certain Steven Porte avait été arrêté pour 4 meurtres. J'ai regardé les noms des victimes et j'ai vu que Gabriel était l'un d'eux. L'histoire rendue publique, d'autres hommes affirment avoir eux aussi été drogués et agressés sexuellement par Steven Porte après l'avoir rencontré sur Internet.
Je pense que Porte avait une raison précise pour utiliser du GHB. Il puisait dans les stigmates et le mode de vie supposé des jeunes homosexuels. Il a dû se dire que si ça allait trop loin, si quelqu'un faisait une overdose et ne survivait pas, il pourrait présenter les choses de façon à ce que personne ne se pose de questions. J'ai été très surprise de voir à quel point il était laid. Et je pense que la seule façon pour lui d'avoir ces jeunes et beaux garçons, c'était de les droguer. Parce que personne ne l'aurait remarqué. C'était quelqu'un de très laid, à l'intérieur comme à l'extérieur. Un homme triste, solitaire et vieillissant. Pas très brillant, je pense. Qui se prenait littéralement pour Dieu. Qui pensait n'avoir rien à craindre. En juillet 2016, Porte est inculpé du viol de 8 autres victimes entre 2012 et octobre 2015, période à laquelle il est enfin arrêté. Ce qu'il y a de plus choquant à propos de Stephen Porte, c'est qu'un monstre ait pu tuer de jeunes hommes innocents sans se cacher, en plein Londres, en 2015, et que personne n'y ait prêté attention. Lorsque son procès débute au tribunal de Londres le 5 octobre 2016, Porte est accusé de 29 chefs d'inculpation pour viol, agression sexuelle, administration intentionnelle de stupéfiants et meurtre. L'homme de 41 ans plaide non coupable. Les familles des victimes vont donc devoir affronter l'homme responsable de la mort de leurs proches. Quand on est entré, je savais que j'allais le regarder. Il était derrière une vitre et il baissait les yeux quand on est arrivé. Je voulais que Stephen Porte me regarde dans les yeux. J'avais ce besoin-là. Ce que je voulais, c'était une trace d'émotion ou d'humanité dans cette chose. Cette chose avec 2 bras et 2 jambes qui se prétendait humaine. J'attendais quelque chose de son regard. Et je ne l'ai jamais eu. Il me l'a refusé. Durant 4 semaines, le jury étudie les pièces à conviction pour prouver que Porte est un meurtrier. Les enquêteurs ont trouvé son ADN sur les lunettes de Gabriel Kovary et sur les vêtements de Daniel Whitworth. Les experts en écriture confirment que Daniel n'est pas l'auteur de la lettre de suicide retrouvée à côté de lui. Ryan Edwards témoigne contre son ancien voisin lors du procès. J'ai donné mon témoignage et en sortant, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter rapidement un œil à Stephen, parce que j'ai dû passer près de lui pour sortir. Il m'a lancé une sorte de rictus, un peu comme quand un enfant fait un sourire farceur après avoir été surpris en train de faire une bêtise. C'était très étrange. Le 25 novembre 2016, le jury le reconnaît coupable d'un total de 22 crimes sur 11 personnes, dont 4 meurtres, 4 viols, 4 agressions sexuelles et 10 administrations intentionnelles de stupéfiants. Le juge Openshaw condamne Stephen Porte à perpétuité. Il est immédiatement conduit à la prison de Belmarsh. Il ne sera jamais libéré. Justice a enfin été rendue. Ce salaud, ce malade mental, ne pourra plus jamais faire du mal ou détruire la famille de quiconque. Notre Jack peut enfin reposer en paix, mais notre famille aura toujours le cœur brisé. Depuis l'incarcération de Porte, la police réexamine 58 morts inexpliquées impliquant la drogue GHB. Il ne fait aucun doute que de très nombreux autres jeunes hommes ont été agressés d'une façon ou d'une autre par Stephen Porte. La seule chose dont on peut se réjouir, c'est que Porte a fini par être arrêté. Par bien des aspects, c'était quelqu'un de terrifiant. En octobre 2016, la police de Londres a fait appel à la commission indépendante des plaintes policières. Cette dernière a ouvert une enquête concernant les 17 officiers ayant travaillé sur les 4 morts. L'enquête suit son cours.
Malgré l'enquête interne de la police et l'incarcération de Porte, rien ne pourra jamais ramener les 4 jeunes hommes qui ont perdu la vie. Il faut qu'on arrive à mener en parallèle une vie qui a été, je ne vais pas dire détruite, parce qu'il nous a pris notre garçon et qu'il ne pourra plus recommencer. On se souviendra toujours de Daniel, de tout ce qu'on a pu faire lorsqu'on était ensemble. Et petit à petit, ça devient plus facile. Non, ce n'est pas plus facile avec le temps. Depuis qu'il avait 10 ans, il avait l'habitude de m'appeler César. Il ne m'appelait jamais maman. Et il me disait, tu verras César, un jour je deviendrai célèbre et tout le monde parlera de moi. Et c'est le cas, mais évidemment pas pour les bonnes raisons. On n'a pas pu faire notre deuil. Non. On passe encore certaines journées où on va se lever comme un jour normal, mais où on sent bien que rien ne va plus. Comme une journée normale où tout d'un coup on va être frappé et se dire « c'est pas possible ». Il n'est plus là. Jack n'est plus là. Et puis un autre jour, on se dira « Jack a été assassiné ». Chaque jour qui passe, on verra nos parents se déchirer. Et on ne peut rien y faire. Parce qu'évidemment, comme tout le monde, si nos parents sont bouleversés ou s'ils ne vont pas bien, on veut prendre soin d'eux. Et il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est dur, c'est vraiment très dur. On voit que leur relation s'est brisée, qu'ils ont vieilli et que les gens qu'on a toujours connus ne sont plus les mêmes. C'est très difficile. Pour nous tous. Oui. Steven Porte a brisé la vie de trop nombreuses personnes. Pas seulement celles qu'il a tuées ou violées, mais aussi leurs amis, leurs familles et toute la communauté LGBT. Il a assassiné ses victimes pour sa propre satisfaction sexuelle. Et c'est une tragédie qu'il ait pu s'en tirer pendant aussi longtemps. Ces crimes atroces ont enfin été mis au jour. Mais il nous faut oublier le nom de Steven Porte et honorer la mémoire d'Anthony, de Gabriel, de Daniel et de Jack.